Bonjour et bienvenue sur l'émission des Monts en Or. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités exceptionnels. Alors, je vous propose de vous présenter, Hélène. Hélène L, donc directrice du site Arambert Creative Mine, qui est situé sur Wallers-Arambert, dans le cadre de la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut. Merci. Et bonjour, donc Cyril Daillé, moi je travaille pour la mission Bassin Minier et je suis chargé de mission sur le développement du tourisme, des loisirs et de l'itinérance. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vous propose sans attendre de découvrir le premier reportage de cette émission. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais souffraient d'un a priori, d'une étiquette négative, et son ancien bassin minier était devenu une cicatrice dans le paysage. Alors que faire ? Table rase du passé ou s'appuyer sur ce patrimoine unique, sur cet héritage porteur d'identité ? Des hommes se sont battus et nombreux sont aujourd'hui les anciens sites miniers devenus lieux de loisirs et d'apprentissage. Parmi eux, attardons-nous sur deux d'entre eux, la base de loisirs de Rieulay et Arambert Creative Mine. Le site est absolument ouvert au grand public. Les personnes peuvent se promener individuellement, comme il y a des visites guidées qui sont organisées par l'Office du tourisme, éventuellement sous deux thématiques. Une visite simplement patrimoniale, minière, ou une visite sur la dynamique du site. La mine d'Arambert Creative Mine a cessé son activité en 89. Le site était entièrement voué à la destruction lorsqu'est arrivé un petit miracle qui s'appelle Claude Berry et qui a dit « je viens ici tourner Germinal ». Et non seulement je vais tourner Germinal, mais mes figurants seront les anciens mineurs qui viennent de perdre leur emploi. Et ça a sauvé le site. Il est resté comme ça figé plusieurs dizaines d'années jusqu'à ce que la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut le rachète et décide d'un futur pour ce site. Alain Bocquet, qui était alors président de la CAPH, a fait un appel à concours d'idées. Il y a donc eu des réponses à ces concours et parmi elles, il y avait déjà l'idée d'en faire un centre voué au cinéma. Alors on vient de clore un Xème événement important qui est le tournage de Germinal, la série, pour Banijay, donc une version contemporaine de Germinal qui est de la même façon venue s'installer et tourner ici. Ça nous ouvre évidemment la porte des très grosses sociétés de production indépendantes, puisque ce qui attire les tournages, c'est ce qu'on appelle les backlots, c'est-à-dire le fait qu'ici on ait un espace de jeu de 30 hectares, sur lequel on peut faire venir une batterie de camions très imposants, ce qui n'est pas possible en métropole, et c'est en effet la forêt contiguë qui est protégée, c'est le plan d'eau qui est à côté, c'est les friches industrielles qui ne sont pas très loin, donc c'est non seulement l'équipement technique local, mais tout ce qu'il y a autour. Depuis 2006, on a un interlocuteur privilégié qui est évidemment l'association des anciens mineurs. Ils sont très heureux et très fiers de ce qui est devenu le site, d'autant plus que nous avons décroché un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche sur la sauvegarde de la mémoire de la mine. Donc là, typiquement, la résidence de mapping que vous venez de filmer, elle est une des composantes d'un partenariat avec l'université autour du mapping, puisqu'on a lancé ici la création du Video European Center, donc, qui est un collectif européen de recherche et d'action autour du vidéomapping. L'université est vraiment partie prenante sur l'axe recherche. Mais nous, ici, au niveau d'Arambert Creative Mine, on accueille également un workshop d'étudiants qui viennent du monde entier. Sinon, on est vraiment aujourd'hui inscrit dans une dynamique régionale sur différents événements, voire national ou international. L'idée, c'est de pouvoir vraiment ouvrir ce site, lui donner une seconde vie autour de l'image, tout en n'occultant pas le patrimoine. De toute façon, comment l'occulter, étant donné qu'il est quand même très présent.
Le terri des Argales doit son nom à un patois, donc le mot argale, qui était en fait surtout pour les zones incultes, les zones humides. Et on a repris ce lieu-là parce qu'à l'époque, Rieulay était une ancienne tourbière. À la fin donc, de l'exploitation minière, donc dans les années 70, le constat était « Ok, on a ce terri, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Et donc dans les années 75-77, il va y avoir un premier test. L'étang communal, des entreprises sont venues creuser, faire un premier test pour en fait que la nappe phréatique remonte. Et le test a été très concluant, c'est-à-dire que l'eau est remontée de façon naturelle. Il y a des plantations qui ont été juste apportées pour justement essayer de développer la biodiversité. Et là, l'essai a été ultra concluant. Les habitants se sont réappropriés les lieux. On a vu apparaître des oiseaux, on a vu apparaître des plantations, de la végétation. Et donc là, à partir des années 80, trois entités qui se sont créées un partenariat. Donc il y a l'EPF, l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Il y a également le département du Nord. Et donc quand on va sur le site, on a cette gradation qui se fait avec des aires de jeu pour les enfants, avec une plage aménagée pour le côté un peu baignade, le côté plage, les activités nautiques également. Et au plus on s'éloigne sur le site, au plus on va arriver sur l'espace naturel sensible avec la réserve ornithologique. Ce site a évolué donc des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit en fait que ce site se veut évolutif et constructif, tout en gardant cette notion un peu naturelle et préservation de l'environnement. Et donc aujourd'hui, au lieu justement de un peu s'en cacher, eh ben non, soyons fiers aussi de ces terris, de ces cités minières, de ces fosses, pour justement montrer qu'aujourd'hui, alors oui, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on a des belles choses à voir et on peut en faire des très beaux sites touristiques et que tout le monde puisse s'y retrouver. Déjà, on prend l'air. Hein. Puis c'est magnifique. Hein. Quand vous allez tout en haut du terri, vous voyez tous les alentours. Hein. C'est magnifique. Donc on voit ce patrimoine exceptionnel qu'on a en région Hauts-de-France. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez préciser, Cyril, le rôle de la mission Bassin Minier pour accompagner ces évolutions et contribuer de ce fait au rayonnement du territoire? Oui, tout à fait. Donc la mission Bassin Minier, c'est une association, loi 1901, qui a été créée en 2000 dans le cadre de ce qu'on appelait le contrat de plan État-région. Et on œuvre à ce qu'on appelle communément l'après-mine. En fait, on vient de le voir dans le reportage. Hein, donc les 3 siècles d'exploitation du charbon ont profondément transformé les paysages du bassin minier, marqué vraiment ce territoire de manière indélébile et ancré ce territoire dans cette industrie charbonneuse, ce qui n'est pas sans poser des problématiques, notamment suite à la fermeture de toutes ces compagnies. C'est vrai que le déclin il a été amorcé à la moitié du XXe siècle. Et donc les élus ont très rapidement voulu se réunir, se concerter pour identifier les grands enjeux de ce territoire et les grands défis à relever à l'aune du XXIe siècle. Et donc ils ont créé la conférence permanente du bassin minier. Donc juste avant les années 2000, cette conférence du bassin minier a permis de poser donc, ces grands défis à relever, défis on va dire économiques bien évidemment puisque donc, toute cette industrie a périclité, défis on va dire sociaux puisqu'effectivement que faire de cette population hein, donc, qui s'est retrouvée démunie suite à la fermeture de toutes ces compagnies, donc que faire des habitants, de leurs familles qui vivent dans les cités minières, quelle perspective leur offrir, quel cadre de vie on pourrait leur proposer. Et puis je dirais le défi de la transition paysagère et écologique, puisque effectivement tous ces sites qui ont fermé, tous ces sites industriels qui représentent quand même des centaines de milliers d'hectares au cœur du tissu urbain, tout ça a été rasé. Et tous ces sites sont devenus des friches industrielles. Et donc on avait là l'occasion et l'opportunité peut-être de réfléchir en termes de reverdissement de ce territoire et de création de lieux de respiration, de lieux de biodiversité, de lieux de loisirs. Et donc il y a une stratégie qui a émergé pour transformer un peu tous ces espaces post-industriels en espaces de vie au quotidien. Et donc pour faire tout ça, il fallait se doter d'une ingénierie. Puisque à l'aune des années 2000, les collectivités étaient encore embryonnaires sur le territoire, on n'avait pas encore les communautés de communes et les communautés d'agglo, les agences d'urbanisme n'existaient pas encore, donc les élus ont décidé de créer une structure, donc la mission
mission bassin minier qui allait relever tous ces grands enjeux et accompagner donc, les collectivités sur ces enjeux à l'échelle du bassin minier. Et donc ça fait plus de 20 ans maintenant, on est en 2021, plus de 20 ans qu'on accompagne les collectivités, les porteurs de projets sur la transformation, la reconversion, la réhabilitation de tous ces sites, cet héritage minier, et même sa préservation, puisqu'on a aussi été jusqu'à inscrire ce patrimoine. Donc aujourd'hui on parle de patrimoine minier, on inscrit ce patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc la mission bassin minier est aujourd'hui la structure qui porte et qui est gestionnaire du label UNESCO. D'accord. C'est super intéressant parce qu'on voit à quel point c'est des outils aussi de renouveau pour le territoire et de développement économique qui, du coup, s'inscrivent pour l'avenir. Pour les professionnels, du coup, Hélène, je me tourne naturellement vers vous concernant le cinéma et Arambert. Peut-être que vous pourriez nous présenter Arambert et nous expliquer en quoi est-ce que ce site contribue également au renouveau du territoire. Oui, alors le site a déjà été sauvé grâce au cinéma, puisque c'est vraiment l'arrivée de Klaus Berry qui a soutenu le discours des anciens mineurs et des politiques qui essayaient de sauvegarder ce site. Il a permis de le mettre en lumière, de l'inscrire et de le classer au monument historique dans un premier temps. C'est un deuxième tournage d'envergure, cette fois pour la télévision, sur une série de science-fiction qui a permis d'amorcer la reconversion et la thématique de la reconversion, puisque c'est un peu la particularité des grands sites de la mémoire, c'est que chacun s'est reconverti sur un axe qui soit complémentaire des autres. Donc nous, en l'occurrence, c'est l'image. Et donc suite au tournage de la série La Compagnie des Glaces, il y a eu un accord de partenariat avec l'université. Et en effet, la mission bassin minier a accompagné le projet de reconversion, d'études qui a accompagné cette amorce, pour aujourd'hui doter le territoire de studios qui n'existaient pas en région. Donc on a différents plateaux télé, plateaux de tournage également. On a plusieurs équipements très innovants et aujourd'hui on est en capacité sur le site de vraiment intégrer toute la chaîne de production, c'est-à-dire de l'écriture du scénario. On accueille d'ailleurs des résidences de scénaristes, jusque le tournage, la post-production et on va jusque la diffusion au public. Et pour nous, cette attache au territoire et aux habitants est aussi très très importante puisque ce site, on a des habitants qui le voient tous les matins, qui le traversent, qui passent devant, qui viennent y travailler. Et l'idée, c'est vraiment aussi qu'ils puissent y sentir chez eux. Et donc, toute la programmation de Creative Mine s'accompagne d'outils pédagogiques, d'éducation à l'image, d'explication aussi sur ce qui se passe derrière ces murs. On a également la chance aujourd'hui d'accueillir de la recherche universitaire et de la formation universitaire autour de l'image. Et on est en train peu à peu de créer un écosystème, puisque le mot cluster n'est plus trop à la mode ces derniers temps, mais on a vraiment créé un écosystème autour de l'image et du patrimoine dans lequel on retrouve les habitants, les touristes, les professionnels de l'image, pour faire que ce soit un site qui travaille sur lui-même, mais qui soit toujours ouvert sur l'extérieur et sur son quartier. C'est aujourd'hui vraiment un lieu d'innovation économique, sociale et culturelle également. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage avec le mapping, on part sur des innovations qui ne sont plus que juste du tournage. Qui permet d'ailleurs un rayonnement international, puisque c'était évoqué le fait qu'il y ait des personnes qui viennent de partout, étudiants et professionnels. Complètement. Ça rejoint d'ailleurs ce qui va se passer l'année prochaine, du coup. Donc, vous parliez de l'UNESCO. Comment est-ce que vous envisagez cette année à venir et cet anniversaire pour travailler ensemble? Je ne sais pas, dans votre quotidien, dans les projets que vous êtes en train de monter. Concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, sans tout nous dévoiler, mais en tout cas, voilà, nous expliquer un peu pourquoi c'est une année importante qui s'annonce. Je ne sais pas, Cyril, peut-être, pour la mission bassin minier? Oui, alors Hélène l'a évoqué, on a travaillé conjointement sur l'écriture, la programmation, la reconversion du site minier de Wallers-Arambert. Mais effectivement, on a 5 grands sites de la mémoire minière sur le territoire, donc le site de Wallers, le 11-19 à Los-Anguel, le centre historique minier de Loard, le 9-9 bis à Wany et le dernier site qui a été rénové, la Cité des électriciens. Et donc on a créé un comité des grands sites miniers qu'on anime, nous, à la mission bassin minier, pour justement travailler efficacement en termes de communication, de valorisation, de médiation
culturelle et patrimoniale et créer des événements aussi à cette échelle-là. Dans la programmation, dans la nouvelle vocation du site de Wallis-à-Rambert, donc effectivement qui est portée sur l'image, on a bien fait en sorte de réfléchir à une vocation qui était différente de celle des autres sites miniers, pour offrir aussi d'autres perspectives et d'autres valorisations et d'autres perspectives de découverte de ces sites. Donc notre rôle, il est là aussi, c'est essayer d'avoir la vision à grande échelle et d'accompagner l'événementiel, la réflexion, la médiation. Pour l'anniversaire de l'UNESCO, effectivement, on est en train d'élaborer une programmation culturelle qui va aussi s'appuyer donc sur ces événements au cœur de ces grands sites miniers, mais pas que, sur aussi les sites d'origine naturelle, notamment les terris. Donc la programmation est en cours de réflexion. On a beaucoup d'actions avec les communautés d'agglo, avec les offices de tourisme aussi, qui sont les organes qui travaillent à la mise en produit et à la valorisation de ce territoire. Donc voilà, il y a une programmation qui est en cours. Ça va être une grosse année très chargée, puisqu'elle coïncide aussi avec l'anniversaire de l'implantation du musée du Louvre-Lens. Donc on a une programmation commune, et ça, on dira peut-être quelques mots tout à l'heure avec Norbert. C'est une année phare. Et du coup, pour l'image, comment est-ce que l'image va réussir à faire savoir aussi cet anniversaire et à proposer aux habitants de contribuer? Alors, le souhait, ça a été que l'image soit un fil conducteur commun à tous les sites. Pour nous, c'est très important d'arriver à travailler en accord avec les différents sites. Pas juste parce que, en effet, on est 5 grands sites de la mémoire, mais aussi parce qu'on a chacun des portées de rayonnance très complémentaires auprès des habitants de notre territoire. Et c'est aussi la particularité de notre candidature UNESCO, c'est qu'habituellement, c'est un lieu, un site. Là, aujourd'hui, nous, c'est un bassin minier. Donc, ça s'étend au-delà d'une agglo, au-delà d'une commune. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça puisse rayonner et que l'ensemble des habitants puissent avoir cette appropriation. Et aujourd'hui, l'image, c'est un moyen d'accès facile et accessible à tous, quelle que soit sa condition, quel que soit le lieu où il habite, etc. Donc, il y a vraiment un travail fédérateur aujourd'hui de l'ensemble des partenaires qui, du coup, a donné aussi naissance à d'autres choses, puisqu'aujourd'hui, on a une lettre, un outil d'information qui est commun. On a des réunions qui se font sur d'autres thématiques, sur le sport aussi, qui est un autre axe très fédérateur. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler sur un anniversaire UNESCO, mais pour faire naître aussi d'autres choses, d'autres partenariats. Oui, pour mobiliser toutes les forces vives du territoire, d'où aussi le sport, qui peut être un outil de cohésion. Et d'animation, très accessible. Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être de lancer le second reportage. Je vous remercie d'abord, Hélène, d'avoir participé à cette émission, puisque là, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission avec plutôt un volet sur le design et autour du Louvre-Lens. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose de découvrir sans attendre le second reportage. Témoins d'un certain passé industriel dans le Nord-Pas-de-Calais, les terrils érigés par l'homme ont été conquis par une nature originale. En 1989, des passionnés se battent pour préserver ces monuments. L'association de la chaîne des terrils basée sur l'ancien carreau de la fosse 11-19 à Los-en-Goël est née. En fait, les batailles des années 80-90 de toutes ces bénévoles de la chaîne des terrils qu'on prenait pour des fous, même des personnes dangereuses, ont porté leurs fruits et ont amené quand même ces sites à une reconnaissance mondiale et à un classement qui est quand même très fort. Nombreuses sont les actions mises en œuvre par une équipe de spécialistes aux compétences diversifiées qui se complètent et s'enrichissent. Aujourd'hui, on propose des activités diverses et variées, de visites guidées, d'animation, sur des thématiques très très diverses, sur l'histoire des mines, des terrils, leur géologie, leur biodiversité. Ici, on va parler un peu de géologie, puisque c'est la base de nos terrils. Donc, ce sont des tas de roches qui sont principalement constituées de schiste noir qu'on voit ici. C'est une roche constituée de feuillets, un peu comme l'ardoise, enfin complètement comme l'ardoise, mais ici qui est très friable. Et puis ensuite, on va trouver d'autres roches. Ici, un joli fossile de fougère. Quartz blanc ici, on pouvait trouver aussi du quartz rosé. Ensuite, on va avoir des grès. Ici, on est sur des roches beaucoup plus compactes, très dures, pleines de poussière de sable en fait. Tout ça, c'est de la silice. Et la silice qui est contenue dans le grès est très coupante.
Ok, donc on a ici une pyrite de fer, un métal plutôt doré ou qui peut être aussi gris argenté, en contact avec l'oxygène de l'eau ou de l'air, donc avec l'eau qui va s'infiltrer dans le terri. Donc comme n'importe quel métal ou d'autres matières, elle va s'oxyder. Et l'oxydation de cette pyrite va provoquer énormément de chaleur. Et quand la pyrite est en présence de charbon, donc un combustible, dans le terri, et bien ce charbon va se mettre à se consumer et qui va amener des températures de 800, 900 degrés, voire plus de 1000 degrés mesurés sur certains terris. Et c'est ce qui va permettre de cuire nos schistes noirs qui constituent le terri. Et en cuisant, ils vont durcir et prendre cette couleur rouge, orangée. Quand on va se rendre compte de ça, eh bien on va commencer à exploiter nos terris pour créer nos routes. On va utiliser ce schiste rouge en soubassement. On a quand même sur certains terris des zones humides. Au départ, ce qu'on appelle un bassin à boue ou un bac à chlam, qui est une zone de dépôt de boue qui sont issus des systèmes de triage et de nettoyage du charbon. Des roseaux vont s'implanter, des plantes aquatiques diverses et variées. Et dans ces zones d'eau qui sont ici peu profondes et avec très peu de végétation, en tout cas au départ, on va avoir un crapaud qui va s'installer là, un crapaud assez particulier, qui est un crapaud pionnier, le crapaud calamite, donc il ressemble à un crapaud commun, mais avec un iris plutôt vert métallisé et puis une jolie barre verte sur le dos. Donc là on a une des premières plantes qu'on va trouver sur les terris qui s'appelle la glossière jaune, c'est une plante pionnière. Donc d'ici quelques mois, la belle saison, on aura des grosses fleurs jaunes, comme des coquelicots. En fait, c'est une plante de la famille des coquelicots. Donc ces plantes vont aussi retenir les micro-effondrements, ce qui va provoquer des zones plates. Et donc chaque milieu va accueillir aussi sa faune particulière. Pour les milieux pionniers, plutôt du lézard, des murailles, parce qu'on va encore avoir énormément de roches sur lesquelles ils vont pouvoir se réchauffer, des cricailles bleues ou eudipodes turquoise. Donc en fait, c'est l'ensemble de tous ces milieux qui va créer, qui va former cet écosystème terri. Ici, on est sur une zone où on va retrouver une certaine quantité de pieds de molène qui vont faire en fait des hybrides qui sont uniques au monde. C'est là aussi la particularité des terris, c'est de trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément toujours ailleurs. Alors ici, on est sur un lieu un petit peu particulier du terri. On est sur une petite zone qui est en combustion, hein, et ce qui fait qu'on a dès le printemps et même encore en hiver, une zone qui reste en fait très très verte toute l'année. Comme on a des zones un peu nues comme ça, qui vont se réchauffer rapidement au soleil, et puis ces friches fleuries, on va retrouver une coccinelle vraiment typique des friches fleuries des terris qui s'appelle tout simplement la coccinelle des friches. Il n'y a pas de produits chimiques et donc ce sont vraiment des zones refuge pour les insectes en général. Par exemple le papillon macaon, qui est un très grand papillon principalement jaune et noir également, qui va venir butiner à l'intérieur de ces fleurs. Donc là on est au niveau d'un boisement, donc sur ces terris du 11-19. C'est un milieu aussi qu'on va retrouver naturellement. C'est un stade d'évolution des végétaux qui vont s'installer sur le terri qu'on va retrouver régulièrement. C'est un écosystème qui va passer par différents stades et ici on est sur le dernier stade, le stade boisé, le stade ultime entre guillemets, avec au départ en tant qu'espèce pionnière du bouleau, on voit quelques troncs de bouleau blanc. Et puis ensuite le boisement va peu à peu se diversifier, donc en végétaux, en arbres et aussi en animaux. Depuis 2001, l'association de la chaîne des terrils est labellisée CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Ce label national est attribué à des associations qui s'impliquent dans le développement durable des territoires, au service d'une gestion humaniste de l'environnement. Donc nous sommes de retour en plateau pour la seconde et dernière partie de l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité exceptionnel, un ambassadeur aussi du design en région, Norbert. Alors je vous propose de vous présenter et d'expliquer un peu quel est le rôle autour du Louvre-Lens, autour de la mission bassin minier. Pardon. Oui, Norbert Crozier, donc merci pour cette invitation. Oui, Norbert Crozier, moi je dirige une mission d'ingénierie touristique et d'attractivité qui est la mission Hall autour du Louvre-Lens. Donc cette mission, comme la mission bassin minier, est née dans le cadre du contrat de plan État-région, 10 ans après l'arrivée de la mission bassin minier. Donc l'État et le département du Pas-de-Calais ont souhaité installer une mission d'ingénierie touristique sur un territoire qui n'avait pas cette vocation naturelle. Après 2 siècles et demi d'extraction charbonnière, comment passer, en tout cas travailler aussi sur l'économie touristique, considérant que ça ne faisait pas partie finalement à la fois de l'imaginaire collectif et des plans initiaux.
Donc évidemment, c'est lié à l'arrivée du musée du Louvre Lens et puis de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc à partir de ces deux marqueurs internationaux, autour du Louvre Lens, comme son nom l'indique, c'était de travailler à partir de ces deux marqueurs, mais de se dire qu'on va travailler avec toutes les composantes sur un périmètre qui est le bassin minier UNESCO, donc une centaine de kilomètres de long. Et l'objectif pour nous, c'était vraiment d'adosser, d'hybrider des offres, de travailler à composer des offres nous permettant de faire émerger une nouvelle image du bassin minier aussi. Beaucoup de clichés collés, parce que j'ai envie de dire que les choses ont beaucoup évolué depuis. Alors ces deux marqueurs ont bénéficié à l'image et à l'attractivité, à la notoriété de la destination et du territoire. Mais finalement, nous, notre rôle, c'était déjà de révéler les éléments de modernité de ce territoire. De se dire, finalement, est-ce que la brique, est-ce que le noir, est-ce que les valeurs humaines, est-ce que les terris, est-ce que les écosystèmes qu'on a vus dans le reportage, est-ce que tous ces éléments-là ont un intérêt pour des visiteurs et pour des touristes. Donc nous, on a travaillé vraiment en profondeur sur l'analyse des valeurs. Et c'est vrai que beaucoup de designers, vous parliez de design, et de créatifs en général, ils ont été à nos côtés pour écrire un récit sur un territoire post-industriel. Mais l'idée, c'était de rester toujours vrai, authentique, mais de magnifier, de révéler. Et finalement, tous ces éléments qui sont toute bonne partie des composants du bassin minier, rentrent dans les tendances sociétales et de consommation. Et les visiteurs sont très friands de ces nouveaux territoires, des territoires en exploration, des territoires en construction d'un point de vue touristique. C'est vrai que nous, on vise la création d'une destination internationale, c'est aussi notre feuille de route, nationale et internationale, de courts séjours culturels et de courts séjours événementiels. Et quand on parle d'événementiel, c'est à la fois l'événementiel sportif, mais aussi culturel ou de loisirs. Donc notre rôle, nous, c'est d'amener de l'ingénierie, d'accompagner les porteurs de projets. Hôtellerie, restauration, événementiel, services, marketing. Donc on va amener une valeur ajoutée qui s'appuie sur des éléments, sur un socle de valeurs qu'on partage à cette échelle-là. Cette agglomération, 6 offices du tourisme, 2 départements, des missions d'ingénierie dans la mission bassin minier avec lesquelles on travaille en intelligence et en mutualisation de compétences pour faire grandir et construire cette destination. En 2015, le ministère des Affaires étrangères avait pour objectif de faire passer la France à 100 millions de visiteurs. Donc ça, c'était avant le Covid. En 2020, ça, c'était l'objectif. Pour ce faire, elle avait besoin de conforter les places fortes, les Alpes, la Corse, le Mont-Saint-Michel, mais de faire émerger de nouvelles destinations. Et du coup, en travaillant avec la mission bassin minier, l'idée, c'était vraiment de construire une nouvelle destination de court séjour qui rentrerait dans le catalogue France. Et donc, du coup, pour imaginer ça, voilà, on a une démarche design pour accompagner les porteurs de projets, un process design qui nous permet d'intégrer, d'incuber des valeurs, mais aussi beaucoup d'expérimenter. Quitte à créer une nouvelle destination en France à cette échelle-là, avec cette ambition, autant qu'elle soit à la fois vraie, authentique, mais qu'elle soit aussi différenciante par rapport à ses concurrentes qui ont misé sur la culture, des territoires post-industriels, il y en a beaucoup dans le nord de l'Europe. On parle souvent de la Ruhr de Bilbao, mais Manchester, Liverpool, Hambourg. Et on sait que ce sont des destinations qu'on le vend en poupe. C'est-à-dire que le nord, elle vend en poupe. On parle souvent des plages du sud, mais il faut savoir que quand on regarde les centrales de réservation, ces grandes destinations en city break, urbain culture, ça marche très bien. Donc on est dans ce cas dans cette configuration. Et du coup, on avance aussi sur la question de l'événementiel. Cyril en parlait tout à l'heure. Toute grande destination a besoin d'un événementiel structurant. Donc voilà, par exemple, on a amorcé les fêtes de la Sainte-Barbe comme une fête traditionnelle. On va lui intégrer des éléments de modernité. Voilà. Ou Hyper Noir, dont on va faire une annonce demain avec Cyril en conférence de presse. Voilà comment des éléments de valeur se retrouvent dans des thématiques, des virées un peu inattendues autour de la thématique du noir qu'on veut affirmer et assumer pleinement. C'est aussi un territoire très hospitalier. Donc l'hospitalité, les valeurs humaines sont vraiment dans les tendances sociétales. Et à ce titre-là, voilà, on va capitaliser là-dessus et accompagner tout type de porteurs de projets. On coordonne aussi une plateforme des offices du tourisme. Donc les offices du tourisme sont réunis au sein d'une plateforme dans laquelle il y a des actions marketing qu'ils mènent ensemble, ils mettent des moyens en commun. Donc l'idée, c'est aussi d'unir nos forces pour monter step by step et toucher la clientèle internationale qu'on peut nous mesurer puisqu'on fait de l'évaluation aussi. On sait par exemple d'où proviennent les visiteurs, combien ils dépensent et surtout quelle image ils ont du territoire avant-après. Donc on met des oreilles sur tout le web social
avec l'appui d'agences spécialisées. On sait tous les commentaires qui remontent. Et plus que des expériences, c'est vraiment des émotions très fortes qui sont vécues, soit en montant à Terry, soit en rencontrant d'anciens mineurs à Le Ward. Tous ces éléments-là, soit aussi, parce qu'il y a le tourisme de mémoire qui est très présent, soit participer à un match de foot au Stade Bollaert. Donc ça, c'est des émotions très fortes. Et nous, voilà, sport, culture, on essaie d'hybrider, de faire en sorte que les acteurs du tourisme hybrident les offres pour répondre à ces attentes. C'est que du positif. On a de bonnes raisons d'être fiers de ce territoire. Et donc, pour le mot de la fin, de mon côté, je dirais que c'est vraiment les synergies qui ressortent de ces différents échanges, les ressources aussi de tout public, à la fois professionnels, mais également des étudiants. On parlait des workshops qui pouvaient être organisés à Rambert, des formations continues aussi, et du grand public sur des événements phares. Donc, voilà, cette capacité à collaborer et à créer l'avenir autour d'un territoire emblématique qui est une destination qui va devenir une destination internationale si elle ne l'est déjà, notamment grâce à cet anniversaire à venir. Donc voilà, c'est une belle émission pour restituer. Ça va me permettre de clôturer cette émission en remerciant voilà, déjà nos invités et également les équipes qui sont à la production. Je pense aux étudiants du lycée Jean Rostand et aux équipes pédagogiques et également donc aux membres et partenaires des campus des métiers des qualifications, puisque vous l'aurez compris, on parle du campus des métiers des qualifications image et design en filigrane sur les compétences à la fois image et design, mais on a évoqué aussi le campus tourisme et innovation. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de proposer un temps d'échange pour valoriser ce territoire et donc être fiers ensemble des challenges et projets à venir. Merci encore pour votre participation. Merci à tous.